Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, le tombeau des Lucioles, Camion et Hot Fuzz. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film. La formule est simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Aujourd'hui, je reçois un humoriste, un gosseux de bois, un homme à marier, un robuste partenaire de Donjons et Dragons. C'est mon humeur préféré, Alexandre Forêt. Comment tu vas, Alexandre? OK, une petite joke. OK, dansez-vous. Yes, sir! Connais-tu la joke de Roméo Pérus qui quand il disait... Non, parce Je les qu'on va connais là-dessus, toutes! Ouais, non, parce qu'on peut toffer longtemps. Oui, on le sait qu'on peut toffer On longtemps. peut toffer vraiment longtemps. Ça sera un prochain live Facebook de Guy et Alain, en direct sur vos ordinateurs. Donc, Alexandre, tu as participé à des galas juste pour rire, tu as participé à Comédia, Révélation 2018 de Comédia. Wow! On a pu voir ton spectacle Le Mur, M-U accent circonflexe R, pas juste un show sur Les petits fruits. Ouais, c'est ça. On t'a vu aussi à L'heure est grave à Télé-Québec. Tu as fait des chroniques à la radio un peu partout. On peut te voir dans Planète Techno, entre autres, faire des chroniques sur les nouvelles technologies. T'es aussi un passionné de films en tout genre. Je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment parlé de cinéma, toi et moi, avec une première. Ben, ouais, c'est parce que quand on se parle, on finit juste par parler en vieux bonhomme. Effectivement, c'est souvent ça. On devient juste des personnages, puis comme t'es la seule autre personne à qui que je peux faire ça, fait que c'est juste que comme on en profite juste pour comme ça remplir. T'as fait 2 mois, puis le reste à refaire cette même affaire une prochaine fois. Ouais, fait que c'est spécial. C'est comme un nouveau Alexandre que je vais découvrir aujourd'hui. Un nouveau Alexandre qui compte pas de joke de mon oncle, qui aime les femmes. Non, c'est pas vrai. Nos oncles sont woke quand même. Ils sont un peu woke. C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? C'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Les films avec qui j'ai grandi, ça a toujours été des films d'animation. Ça a toujours... on dirait que jeune... Ben, encore aujourd'hui, j'ai toujours été fasciné par le cinéma d'animation. Ouais. Ça m'a toujours... Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été de quoi qui m'a vraiment parlé. Ma mère me contait que jeune, tout ce que je demandais, c'était juste d'écouter en boucle les 101 Dalmatiens. C'était... tu sais, que t'as part, t'as recul, t'as remet, Ouais. puis c'était ça mes journées au grand complet. Puis avec raison, j'ai réécouté il n'y a pas si longtemps, puis c'était un esti de bon film. C'est vraiment beau. Puis visuellement, ce que j'aime, c'est que c'est comme un départ des films de Disney, des décors très beaux, très soignés. Là, Oui. La couleur n'est pas égale avec le trait, ça dépasse de partout, ça déborde. C'est hyper jazzé comme film aussi. C'est Vraiment. un style de dessin qui fit jazz. Mais l'animation est au poil. Tu sais, comme les mouvements sont tellement bons. Puis j'ai regardé des petits reportages là-dessus. C'était Cal, si je ne me trompe pas. Non, c'est Cal. Qui était un des fameux animateurs là-dedans. Puis c'est un des plus grands animateurs qu'il y a eu ever. Puis c'était lui, justement, qui faisait le père dans 101 Dalmatien. Il faisait la méchante dans... comment ça s'appelait déjà ce film-là? Bernard et Bianca, ça se peut-tu? Ouais. C'était vraiment... Je pensais comme au nom en anglais, mais bon, en français, je sais que c'est Bernard et Bianca. Puis c'était comme si l'assistant de la méchante. Puis les personnages, comment ils bougent, c'en est impressionnant. Parce que, tu sais, il faut se souvenir que c'est du 24 images qu'il faisait Disney. Parce que généralement, c'est plus du 12 images secondes. Fait que, tu sais, il dessinait 24 images secondes pour faire un personnage au grand complet. Puis ça faisait que c'était carrément des performances. Là. Les personnages, ils bougeaient tout selon la fluctuation de l'acteur. C'est phénoménal. Ouais. J'ai comme toujours transporté cette affaire-là en grandissant. Puis il y a aussi eu Star Wars, pour une raison, honnêtement, que j'ignore, moi puis mon frère, on a comme accroché là-dessus et on n'a jamais débuzzé. OK. Mais on va pouvoir y revenir à la fin avec Star Wars. On va rester dans le monde de l'animation avec ton premier film, Le tombeau des Lucioles, un film de 1988 de Isao Takahata. C'est un film des studios Ghibli ou Ghibli, ça dépend comment... Ça dépend si vient de la Beauce. Si vient de la Beauce, c'est Ghibli.
Oui, tout le monde en bosse dit. Ah ouais, t'as-tu vu le film de Ghibli? Hey, t'as-tu vu ça? Ghibli, il s'est rendu sur Netflix. C'est quoi le tombeau des Lucioles? C'est quoi l'histoire? Le tombeau des Lucioles, c'est un des plus beaux et un des plus beaux films et les films les plus déchirants que j'ai vus de ma vie. C'est au Japon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La bombe a tombé sur Hiroshima et Nagasaki. Puis là, le Japon commence à comprendre qu'ils ne gagneront pas la guerre. Parce que dans le fond, toute l'espèce de mentalité du Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était très l'impérialisme japonais. Je ne sais pas si l'impérialisme c'est le bon terme, mais le Japonais a toujours été très fier. Puis bon, il y a une histoire très riche. Fait que eux autres, dans la Deuxième Guerre mondiale, leur point de vue, c'était on s'allie avec les Allemands, on prend contrôle sur le monde. Après ça, on va prendre contrôle sur les Allemands. Puis après ça, comme tu sais, on va être une nation forte. Puis on va pouvoir justement propager notre culture à travers tout le monde. C'est pas ça qui s'est passé, malheureusement. Fait que tout le film se passe dans la désillusion du peuple japonais par rapport à la guerre, puis comme comprendre la réalité de tout ça. Mais on voit ça du point de vue de deux enfants, qui est un jeune homme, je pense, qui a 8 ou 10 ans, puis sa jeune fille de 3-4 ans. Ouais, ça, c'est Seita et Setsuko. Je me souvenais pas de leur nom, malheureusement. Une chance que t'es là. Ah, mon Dieu. Toi et tes petites recherches, là. C'est comme si j'entendais un petit bonbon dans mes oreilles. Je connais mon Wikipédia. Je vois... Oh, OK! On sort les gros mots! Mais tout le film, dans le fond, ça montre un peu ces deux enfants-là que ça commence, ils sont ils vivent avec leur mère, leur père est à la guerre, ils sont super fiers de leur père, mais ils n'ont pas de nouvelles depuis un bout. Leur village se fait bombarder, leur mère meurt, s'en vont vivre avec leur tante qui les déteste, ces deux enfants-là, parce qu'ils n'aident pas leur pays, ils ne servent pas à la société, ils ne sont pas comme le fils de leur tante, qui lui, justement, il est en train de protéger puis montrer à quel point le peuple japonais est donc bien intéressant. Fait que, ils décident de s'enfuir puis de vivre tout seuls, mais c'est des enfants, tu sais. Fait que c'est tout un peu... voir le Japon d'après-guerre, puis un peu tous ces enfants-là qui sont pas capables de prendre soin d'eux, c'est super... Ça fait mal, ça fait excessivement mal comme film, mais c'est un des premiers films que j'ai vu, puis que j'ai autant été touché, que c'est venu me chercher, puis tu sais, que ça m'a pris... Tu sais, finir le film, puis tu sais, juste que le générique qui y va, puis tu sais, juste de comme un peu réaliser qu'est-ce que tu viens d'ingérer, puis grosse expérience cinématographique de ce moment-là. Puis tu sais, c'est les studios Ghibli, fait que c'est animé, c'est fabuleux. De main de maître, là. Ça n'a aucun sens à quel point c'est bien fait. Puis c'est un des rares films aussi que tu peux te dire une chance que c'était un dessin animé, parce que si ça avait été en vrai, ça aurait été... Autant que ça rend les choses pires vu que c'est en dessin animé, parce que l'immersion est plus forte, je trouve. C'est pour ça que j'aime le cinéma d'animation. Tu n'es pas en train de te dire comme « Oh, Brad Pitt a une belle performance », c'est juste t'embarques dans le monde, puis c'est ça que tu as devant toi. Tout existe de cette manière-là. Tout existe là, puis tu ne poses pas de questions. Bon, c'est sûr que là, ça diffère, parce que tu écoutes un film de DreamWorks, t'es comme crime, c'est Will Ferrell qui fait Megamind, mais bon, c'est une autre histoire. Fait que ça fait que genre, l'immersion est comme super grande. Mais en même temps, je sais pas si les images auraient été, je pense, trop rough, ça avait été des vrais acteurs, quoi que ce soit. Fait que c'est la première fois que j'ai écouté un film, puis qu'après ça, je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je viens de subir? Puis c'est d'où là le génie de Isao Takahata qui a réussi à le faire dans d'autres films, que ce soit The Tale of the Princess Kaguya ou Only Yesterday, que c'est les titres en anglais que je retiens, je ne retiens jamais les titres en japonais de ces deux films-là. C'est sûr qu'Only Yesterday, c'est l'histoire d'une fille qui pense un peu à son passé, puis qui, pour ses vacances, décide d'aller en campagne à la place d'aller voyager. Elle travaille à Tokyo dans un bureau, puis elle décide juste comme d'aller aider sur une ferme l'été. Puis il y a comme un chose de côté très nostalgique. Tu sens beaucoup d'empathie pour cette femme-là. Puis dans The Tale of the Princess Kaguya, qui est un peu un remâchage d'un conte populaire au Japon, qui est le coupeur de bambou. Ouais. Dans le fond, c'est un coupeur de bambou qui trouve une jeune fille dans un bambou, puis qui vient avec carrément de l'argent. Fait qu'il essaie d'élever là dans la richesse cette fille-là. Mais dans les deux cas, malheureusement, il est décédé, ce pauvre homme-là, mais il y a rarement quelqu'un qui a été capable autant d'être capable de juste peser sur le cœur, là, puis vraiment me faire brailler comme faux, là. Puis qu'est-ce qui vient autant de chercher dans le tombeau des Lucioles? Pourquoi ce film-là vient de prendre à la gorge autant? Le rapport, tu sais, je veux pas trop en dire parce que et là, la beauté du film, c'est le rapport du petit frère avec sa petite fille, tout l'amour qu'ils ont l'un vers l'autre, mais en même temps, le manque de connaissances qu'ils ont pour être capables de s'occuper l'un de l'autre, c'est
c'est atroce. C'est atroce. Ça démontre bien en même temps l'amour, je pense, parce que ça montre que à travers la souffrance, c'est comme ça fait mal parce que justement, t'aimes autant la personne que t'aurais pas voulu que de malheur arrive à cet être humain-là, mais ça arrive malgré tout. Puis Isao Takahata, il transmet tellement bien dans les images, dans la progression du scénario. Je sais que c'est basé sur un manga qui a été adapté, là, d'ailleurs, pour ça, mais reste quand même que toute la progression de ce film-là n'a pas d'hostie de bon sens. Il y a comme de la lourdeur qui arrive, puis ça monte, puis on dirait que ça arrête jamais. Fait que ça fait que t'as juste... Quand le film finit, on dirait que t'as juste une espèce de tsunami d'émotions qui finit juste comme de sortir l'attention de comme « Ah, mon Dieu Seigneur! » C'est pour ça que c'est autant que le film fait non ben mal, c'est une des meilleures expériences cinématographiques que j'ai eues en regardant ce film-là. Ouais. Je sais pas si t'as vu... mon Dieu Seigneur, le nom me revient jamais. Mais la dernière Palme d'Or, ça a été Parasite, mais juste l'année d'avant, qui était. Oui. C'est pas que genre une belle famille ou de quoi du genre. Je sais plus. Ouais, non, ça me reviendra pas, non? Mais bref, ce film-là, qui est qu'un sublime film, que aussi j'ai terminé ce film-là. C'est décalissé, là, vraiment. J'avais écouté ça en faisant comme ah bon, tu sais, je vais me faire les palmes d'or de manière rétroactive parce que je suis pas à jour, tu sais, dans mes films. Après, genre, j'ai fait Parasite, comme wow, quel film. Après ça, j'ai écouté ce film-là. J'ai fait OK, gars, là, c'est assez, là, mettre des films rough, là, je peux-tu avoir un break? Mais tout ça pour dire que le film, c'est comme un beau film qui pose une question à la fin, puis ça fait que ça va te nouer un peu la gorge. Tandis que Le Tombeau des Lucioles, il y a juste le cinéma d'animation, on dirait qu'il réussit à me faire vivre ces émotions-là, où ce qu'on dirait que t'es dedans, tu vis toutes les émotions, t'arrêtes pas, puis c'est comme juste des claques sans arrêt. Puis il y a juste quand comme le film finit qu'on dirait que tu peux comme te libérer de ça, puis comme juste te remettre en question de comme ça m'a fait ça un peu aussi avec ça, que là c'est plus weeb, qui est un terme, je sais pas si tu as déjà entendu le terme weeaboo, qui est une façon péjorative de parler des gens qui aiment la culture japonaise. Oui. Mais c'est un weeb, c'est vraiment c'est le gars qui va tout le temps porter l'espèce de bandeau Naruto puis qui va dire qu'il y a une fille virtuelle. Là. C'est comme ça qu'on va le peindre en disant ça. Mais bon, le film, c'est plus caractéristique japonais. Mais le film A Silent Voice, qui est Koe no Katachi en japonais, des studios Kyoto, qui est un des autres studios qui est vraiment cool, à part Ghibli. Là, ils ont pogné en feu malheureusement, je ne sais pas si on était capable de se rebâtir, mais ils faisaient des films. Juste avoir de la profondeur de champ dans l'animation, c'est quand même un choix qui est super pertinent et intéressant d'avoir. Des lens flares, mais pas à la J.J. Abrams, tu en mettre quand c'est pertinent, genre quand le soleil est là. Ça aussi, un autre film qu'encore une fois, je passe en me disant comme c'est genre juste l'histoire d'un jeune homme qui a intimidé une fille sourde quand il était au primaire, puis là, il la rencontre, puis il essaie de devenir ami avec elle quand il était au secondaire, mais comme tu vis ce film-là, puis tu passes à travers 1000 émotions. La première fois que j'ai écouté ce film-là, j'habitais avec Anthony Rémillard. Oui, l'humoriste. Puis j'écoutais ça dans notre salon. Il était pas là. Je sais pas s'il est dans le spectacle ou il y avait whatever, il était pas là. Fait que j'ai commencé le film dans le salon. Puis à mi-chemin du film, j'ai dit comme non, faut que j'aille écouter ça dans ma chambre, il peut pas me voir comme ça. Il peut pas me voir vivre autant d'émotions. Parce que tu sais, j'aime énormément tout, puis on est super proches, mais reste quand même que je suis beaucoup gêné par rapport à mes émotions, fait que je suis pas capable de nécessairement tout ouvrir cette porte-là à n'importe qui, n'importe quand. J'ai comme juste allé me cacher dans ma chambre, j'ai fini le film, je l'ai entendu revenir, j'ai fini le film, j'ai ouvert la porte, j'ai fait tabarnak. J'ai juste tout compté comment je me suis senti pendant le film, tellement que j'ai vécu d'affaires. C'est ça. Mais je me demande, tu dis que tu as de la difficulté à approcher tes émotions, puis bon, sans trop en dévoiler, Le Tombeau des Lucioles deal beaucoup avec la notion de la perte. C'est quelque chose que toi, dans ta vie, tu as de la difficulté à vivre avec la perte. Je sais pas si tu as déjà eu des gros deuils à faire, des choses comme ça. Non. J'avoue que je peux pas le connecter avec de quoi que j'ai vécu. Il faut dire qu'en même temps, film d'animation, petite fille triste, je sais pas pourquoi ça vient me chercher. Quand il y a une jeune fille triste, là, comme Inside Out là, de Pixar. Ouais, mon Dieu, je peux. Non, mais ça, il y a un bout où je sors de la pièce, là.
Je suis Ben, pas capable. il faut, tabarouette. C'est comme, c'est tellement trop rough. Genre, fun fact, en plus, ce film-là, première fois que j'ai pris l'avion, j'étais assis à côté d'une Américaine qui était tellement loud. Tu sais, comme elle parlait, tu sais. Puis là, elle écoutait des films d'Adam Sandler, puis elle riait, puis elle riait. Puis j'étais comme, hey, à quel point t'es désagréable, bâtard, pour rire à ce point-là sur des films de Adam Sandler dans l'avion, bâtard. Puis là, à un moment donné, je vois qu'elle met Inside Out, puis j'étais comme, OK, là, elle va se mettre à brailler comme une grande Madeleine. Je vais pouvoir, comme, le monde va voir comme, OK, là, arrête-tu là, de vivre toutes les émotions sur la tête? Je vais avoir comme juste des eye contact avec le monde, puis on dirait que je vais comme juste pouvoir partager mon trop de Ton écœurement. mon écœur de cette femme-là. Fait que j'écoutais, comme j'avais un film qui jouait, mais je faisais juste comme écouter juste le moment qui est comme le moment où que moi j'ai braillé. Fait que j'arrêtais pas, mais ça vient que j'ai fini par comme écouter comme sans le son le film avec elle, puis quand le moment est venu, moi aussi, on s'est juste mis à brailler ensemble. C'était quel bout pour le fun? Moi, mon gros bout, là, parce que tu sais, évidemment, il y a beaucoup de moments que je sais qu'il y a beaucoup de monde que Bing Bong, ça vient chercher. Moi, le moment qui m'a fait craquer, puis à chaque fois, c'est juste comme ouf, c'est quand la petite fille elle revient à la maison, elle parle à ses parents, puis là, elle fait comme juste comme tout, qui dit comme j'aime pas ça ici, là, puis elle fait juste dire I just wanna go home. Juste cette phrase-là, on dirait que c'est comme, c'est tellement porteur de toute son émotion, que ça fait juste comme ça fait juste monter, puis ça sort, ouais. Mais moi, le bout avec Bing Bong vient vraiment me chercher parce que quand j'ai vu ce film-là, Bragg, je suis en train de lire le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Le mythe de Sisyphe, c'est très simple. Puis la version d'Albert Camus, c'est que c'est un gars qui pousse une roche en haut d'une montagne puis qu'elle redescend automatiquement. Puis il faut toujours qu'elle remonte puis qu'elle redescende, qu'elle remonte puis qu'elle redescende. Puis c'est ça sa tâche. Puis dans la version d'Albert Camus, c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement absurde que le seul moyen de t'en sortir, c'est de mourir. Puis là, moi, je suis dans le cinéma. Là, je vois les deux dans leur chariot qui essaient de remonter vers le haut du ravin, puis qui réessayent, puis ça marche pas. Puis là, je fais à un moment donné, mais Bing Bong, il s'en va mourir, puis il le sait pas encore, là. Mais là, c'est ça, c'est bien rough. Puis la dernière phrase qu'il dit à Joy avant de disparaître dans l'oubli total, qui est l'affaire la plus anxiogène au monde, là, la notion de l'oubli, il fait juste dire... ouais, c'est Ellie, la petite fille. Il dit assure-toi, amène Ellie sur la lune pour moi. Ouf. J'ai juste. Hey, je suis dans le cinéma. Je pars à pleurer d'un coup. J'ai dit, c'est l'affaire la plus émotive. Mais c'est vrai que le pouvoir de l'animation est là. Les Pixar le font à chaque fois, mais les studios Ghibli, c'est la même chose. Je reviens toujours avec l'exemple de Totoro, mais quand tu as une des deux petites filles dans Totoro qui veut aller retrouver sa mère à l'hôpital, puis qui part à courir, puis elle disparaît pendant 5-10 minutes, tout le monde ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, puis on retrouve un chapeau dans la rivière. C'est en apparence banal, mais c'est tellement chargé d'émotions quand tu es adulte que ça vient de prendre tout le temps. Ah non, ça te scrape d'un coup. Ça n'a aucun sens à quel point ça te fesse. Comme j'en parlais tantôt, j'ai eu une date récemment, là, bon, ça n'a comme pas cliqué, ça n'a pas rien donné, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, tu sais. Ah, c'est que je suis seul, bon. Il y a toujours des films d'animation qui sont là pour toi, Alexandre. Mais c'est ça, c'est que la fille, les deux, comme on cliquait bien gros sur l'animation, puis là, on venait d'écouter un film, puis on tombe sur Netflix, puis on voit juste qu'il y a un film d'animation qui vient d'arriver. On fait comme, oh, hey, on sait pas c'est quoi, on embarque-tu là-dedans? On fait comme, yes! Puis on est comme les deux comme bien emballés là-dessus. On part, c'est un court-métrage, mais crime, finalement, c'est un court-métrage sur deux parents qui font le deuil de leur enfant. Mon Dieu. Première date, les deux, on est chaud d'ail. On écoute ça, puis on est juste les deux, sur le bord de bras, de comme, bon, ben... On va-tu prendre un petit 5 minutes juste pour comme se remettre de ça? Bon, on va aller écouter des vidéos de chiens sur YouTube. Je pense qu'on a besoin d'un remontant. Les deux, on a juste comme été barrés d'un coup de comme Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'il a fallu que je le mette sur la liste, le tombeau des Lucioles. On dirait que c'est il n'y a pas de fois où j'ai autant vécu d'émotions en écoutant un film que ça. C'est autant d'émotions que qui m'a marqué, puis que j'ai encore le goût d'écouter ce film-là, puis que j'ai pas de remise en question sur le film. Je trouve qu'il est bien fait de A à Z. C'est un chef-d'œuvre, simplement. Oui, puis je sais pas si... Ben, en fait, non. On sait ce qui s'est passé au Japon pour que pendant 15 ans, 20 ans,
beaucoup de films d'animation qui venaient de l'autre, de séries d'animation, Rémi sans famille, ben, en tout cas, plein de dessins animés des années 70-80, c'est tous des enfants orphelins qui perdent un parent. C'est tout le temps des gens qui doivent vivre des deuils. Puis bon, quand on connaît un peu l'histoire justement des du méthanes, Japon. en fait. Ouais. Des méthanes qui se fait battre dans le premier épisode. Là. Je sais pas si tu as déjà vu. Dans quoi, Dans des méthanes. Ah ouais, non, je savais pas. Le premier épisode, c'est en gros l'histoire de des méthanes, c'est juste que c'est une petite grenouille, puis il tripe sur une autre petite grenouille. Puis ben, c'est ça, à cause qu'il tripe sur la petite grenouille, ben, ils le battent. c'est ça le premier épisode, oui, c'est rough, c'est juste ça. On va rester un peu dans le rough avec ton prochain film. Yep. Les Camions 2012 de Raphaël Ouellette. Mais c'est moins rough, Camion, c'est. Oui, mais. En fait, c'est l'élément déclencheur qui est que l'ouverture du film. Mm-hmm. Super rough, c'est un camionneur qui fait un face-à-face avec un char. Là. Ouais. Il me semble il vit dans le coin de la baie James. Mais c'est que ce film-là, je l'ai mis sur la liste parce que c'est un des films québécois préférés, premièrement. Puis c'est un des films québécois. C'est un des films aussi qui m'a comme un peu fait comprendre un peu plus la scénarisation puis l'importance du personnage dans un film. Parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en gros, c'est justement le personnage de Julien Poulain qui fait un face-à-face. Il a été camionneur toute sa vie. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais rien fait d'autre. Là, étant donné que c'est arrivé là, il se sent énormément coupable de la mort de la personne en voiture. Mais bon, on soupçonne que la personne aurait fait exprès parce que c'est en ligne droite le chemin, sauf qu'il se sent mal de ne pas avoir tourné au dernier moment ou blablabla. Ses deux fils viennent le soutenir un peu là-dedans pour se remettre un peu, comme de faire réaliser que comme ta vie n'est pas finie, tu peux encore travailler, puis que ces deux gars-là arrivent avec leur lot de bagages personnels, puis ça fait que le film n'a pas tout à fait de résolution. Ben, le père finit par trouver un autre job, devient déneigeur, puis il est super content de remonter dans un truck sans être camionneur, puis voir les dangers de la chose. Mais t'as je me souviens plus les noms des acteurs, par exemple, là, mais comme le gars avec les cheveux frisés. Ouais. Que lui, c'est comme un espèce de gars, éternel gars propre, qui a toujours fait la bonne affaire, qui s'est jamais remis que son vieil amour, ça n'a pas été le grand amour. Puis t'as l'autre qui est un gars, c'est CSST, qui est un peu un rêveur, mais qui n'a jamais eu de projet dans la vie. Puis dans les trois cas, t'as comme ces trois personnages-là, cette petite famille-là, qui n'ont plus de mère, qui sont pas capables vraiment de se parler, qui sont pas capables d'échanger, qui n'ont pas vraiment de points en commun, mais que les trois ensemble sont comme capables d'un peu de sortir de leur statu quo en général, de la vie, de leur vision du monde, qui fait en sorte que les trois, tu sais, il n'y a pas de changement majeur dans ce film-là, mais tu finis le film, puis t'es comme, mon Dieu, c'est donc bien le fun, c'est donc bien bien, je suis bien content pour ces personnages-là, on dirait qu'il y a un beau passage justement comme au positivisme vers l'avenir, je trouve ça, c'est la première fois en fait que j'ai comme catché ça. Ça m'a aidé après ça à catcher les films de Denis Côté, je te dirais. Ouais. Mais ça fait que il y a toujours une place dans mon cœur pour ce film-là qui... il n'y a pas beaucoup de monde qui partage vraiment l'amour, pardon, de ce film-là, mais on dirait que quand ça se passe en région aussi, moi, ça va toujours venir me chercher. Oui, parce que tu viens de Sainte-Mélanie dans la Naudière. Exactement. C'est une région de bois, c'est une région de forêt. Exact, un petit village qui n'est pas tant loin de Montréal, c'est à 1h15, mais c'est inconnu de tout. Fait que on dirait que quand tu arrives là, t'es un peu nulle part, puis c'est ça que j'aime aussi cet endroit-là. Là, on dirait que je suis comme, OK, on dirait que je m'enfuis du monde, chaque fois que je retourne à Sainte-Mère, je me sens tout le temps bien. C'est là que je gosse du bois aussi, puis c'est là que j'ai grandi, c'est la ferme de mon père. Fait que il y a comme... il y a une dynamique dans un village, on dirait, qui est tellement... c'est tellement spécial. C'est autant que c'est très humain en même temps d'être très maladroit et peu émotif. Là. Je trouve que c'est un... on le voit bien dans Camion aussi, cette espèce de dichotomie-là. Là. Je l'ai compris récemment. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que dans le Camion, on voit comme juste des gars qui ne savent pas parler ou quoi faire ça de même. Puis ça a toujours été ça, des gens que j'ai croisés dans mon village, des vieux amis de famille, tout ça même. Puis il y a 2 ans maintenant, peut-être 3... 2 ans. Il y a 2 ans, oui. J'ai un ami qui est décédé pendant la nuit comme ça, tu sais, mon âge, mais bon, crise d'épilepsie pendant qu'elle dormait.
Elle est morte, c'est rough, mais bon, qu'est-ce que tu veux? La vie est faite ainsi. Puis, c'est la première fois que je voyais aussi un gros deuil dans le village. Tu sais, je Ouais, suis ouais, retourné un à Sainte-Mel. collectif, là, ouais. Exact, tu sais, parce que c'est quand même une fille avec qui j'ai grandi. Sa mère, c'est la meilleure amie de ma mère. On se voyait tout le jour de l'an, on se voyait souvent au courant de l'année. Puis aussi, sa famille est comme importante dans le village, sont comme présents, sa Ouais. famille, là, autant comme sa famille nucléaire que comme la famille rapprochée, tout ça, sont dans le village. C'est la première fois que je voyais l'église bondée de Ouais, ouais, gens, ouais. puis de voir que j'avais toujours eu un peu l'impression que justement, village, pas capable de parler des émotions, puis au contraire, ça a été assez impressionnant de voir toutes ces personnes-là que je connais, de se regarder dans les yeux, puis se dire comme, c'est de l'hostie de merde, puis on va le vivre ensemble. Cette franchise-là, j'ai trouvé ça tellement beau, puis tellement fort aussi de toutes ces personnes-là. Ça m'a jeté à Ouais. terre. Mais c'est Puis, fou parce qu'il y a 2 ans, tu as sorti ton spectacle Mur justement pour parler de tes émotions, parler de ton anxiété. c'est trois ans, c'est en 3 ans, ouais. 2017, il me semble. OK. Attends, non, oui, non. Attends un instant. Non, t'as raison. C'était juste avant, c'était l'été avant. Ouais. C'était l'été, puis comme l'automne qui a suivi, c'est là que ça s'est passé. Ouais. Mais c'est intéressant quand même comme rapport que Oui. toi, tu t'es ouvert à commencer à parler de ton anxiété, parler de tes troubles, de tes problèmes que tu as eus, mais même de vouloir briser les codes d'identité de genre, puis tout ça. Ben, oui, mais tu sais, même, ça a été une belle claque d'en face, je te dirais, parce que justement, en écrivant mur, c'est un peu une espèce, pour moi, ça s'appelle mur, c'est que j'avais muré, puis je trouvais que comme au point dans ma vie où est-ce que j'étais, j'avais une bonne évolution, puis j'aimais de ce que c'était, tu sais. Puis je pensais, c'est très naïf de ma part, puis bon, ça fait partie du cheminement, tu sais. Je pensais avoir comme catché le monde des émotions, tu sais, puis OK. comment en parler, puis comment les gens sont, puis quoi que ce soit. Puis ça a été comme justement une espèce de belle claque d'en face de comme non, non, tu viens juste d'ouvrir la porte. Tu Ouais, viens ouais. juste de catcher ça. Puis que la relation avec mon ex, Camille Lucier, qui est une Ouais. femme incroyable que j'aime énormément, on est encore très très proches, puis on se parle toujours. Ouais. Ça a été justement, ça aussi, ça a été un autre apprentissage parce que c'est une femme qui a une gigantesque intelligence émotionnelle. Puis j'avais pas connu ça tout simplement, puis de la côtoyer aussi souvent, ça m'a remis en relief par rapport à ça. Fait que ouais, le monde des émotions, c'est pas fini ça là. Non, Il y en a non. longtemps. C'est Je sais ça. pas Puis quand est-ce qu'on venait. justement, puis c'est ça dans le camion de Raphaël Ouellette, parce que il faut que les gens apprennent à se parler, il faut qu'on arrive à parler de nos émotions. J'essaie de voir si j'ai une question, on est parti sur quelque chose. Euh, mais ouais, non, mais est-ce que suite à ce décès-là, tu vois que des gens à Sainte-Mélanie s'ouvrent plus sur ce qu'ils ont vécu? Ou ben, tu sais, là, c'est un peu difficile en ce moment avec la pandémie de voir des gens, là. Mais est-ce qu'il y a comme eu un avant-après ou c'est un peu retourné dans. Ben, c'est comme les relations avec les gens que je connais ont juste évolué. Tu sais, comme une espèce de barrière de franchise qui est plus là. Tu sais, c'est super simple, puis tu vas vraiment comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jacques, qui est justement dans la famille de mon ami qui est décédé. Puis ce monsieur-là, ça a été mon coach de baseball. C'est le père d'un des amis de mon frère. J'ai toujours vu ce monsieur-là. Il a toujours été là. Il a toujours été présent. Puis c'est un typique monon. Ouais. Typique monon. Justement, à un moment donné, à la fête de la personne qui est décédée, toute la famille est là, dont Jacques est là. Puis ça donne que nous autres, on était assis à côté de la salle de bain. On est dans un restaurant. Il fait juste sortir de la salle de bain, on est comme la table des jeunes, on est comme début vingtaine, puis il fait juste venir nous voir en faisant comme « Ouais, pas gênant pis c'est que ça! » Tu sais, qui est... Tu sais, avec le petit étincelle dans son œil de comme « Je le sais que je suis un mononcle épais, Ouais. mais comme je veux juste vous faire rire, même si vous trouvez que je suis un hostie niaiseux. » tu sais. Ouais. Qui est un peu la beauté du mononcle. Ça dépend du mononcle, mais ce mononcle-là, il est beau pour ça. Il sait qu'est-ce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement déplacé. On le trouve cave de comme, mais non, ça se dit pas de cette affaire, ça n'a pas. C'est comme legit, c'est vraiment cave de dire ça, mais c'est comme ça qui fait en sorte qu'on a du bonheur. Puis dans une zone aussi de gens rapprochés, ça se peut ces affaires-là. Ouais. Ce même monsieur-là, on fait la file, juste pour rentrer dans la salle de réception après avoir été à la messe. Puis, comme je fais la file,
Puis je fais comme juste un espèce de mouvement, genre, où je leur accroche, je fais comme, hey, comme je m'excuse, c'est l'affaire. Puis tu sais, juste genre qui me regarde, fait comme, hey, c'est pas grave. Tu sais, comme juste. Il y a eu dans cette espèce de moment-là tellement comme une espèce. Il y a eu tellement juste d'amour puis de compréhension dans cette phrase-là que j'étais comme, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu venir du monsieur qui me faisait des jokes de pipi pendant qu'on était en train de manger des pâtes. Tu sais, comme. Tu sais, il y a cette beauté-là qui est là. Puis Camion, je trouve que c'est vraiment une bonne fenêtre sur cette espèce de chose-là qui n'est pas nécessairement accessible pour les gens qui n'ont pas grandi dans un village. Cette espèce d'émotivité-là qui se passe beaucoup dans le silence, une espèce d'amour à distance, là, parce que dans le monde rural, n'importe qui va s'aider, n'importe quand, mais on n'est pas capable de parler. Quelqu'un, puis c'est d'ailleurs un problème dans le milieu agricole, là, tout simplement, quand les agriculteurs ont des problèmes mentaux, ils n'en parlent pas, mais par exemple, tu sais, t'as une grange qui pogne en feu, il va y avoir 8 personnes avant le matin pour t'aider à aider. Comme c'est du monde super, super aidant, puis de voir comme dans le côté émotif, c'est quand même présent, puis les gens sont plus forts qu'on le pense, tu sais, ça m'a beaucoup impressionné. Puis aussi la mère, en fait, de la personne décédée, je connais cette femme-là depuis toujours, puis comme de la voir, juste comment gérer ça, j'étais comme, mon Dieu, mais cette femme-là, j'ai toujours un peu trouvé, pas simple, mais tu sais, parce qu'elle n'est pas conne, c'est pas ça, mais c'est juste qu'elle est très grand public. On va dire qu'elle est très poule aux œufs d'or. C'est vraiment juste comme être de bonne humeur, elle est là, elle prend ça, puis elle va parler de choses en surface, mais pas parce qu'elle n'a pas de connaissances ou quoi que ce soit, juste parce que c'est de ça qu'elle aime parler. C'est aussi simple que ça. Puis de la voir dans cette situation-là, j'ai comme mon respect tellement comme décuplé de la voir, puis t'es comme juste comme, mon Dieu Seigneur, ta fille est morte. Puis t'es quand même en train de me demander comment ça va, puis c'est une vraie question, puis de me parler avec amour, ça m'a... tu prends conscience de la force et de l'espèce de résilience des gens là, qui font comme la vie doit continuer quand même. Tu perds ce que tu as de plus précieux. Dans ce cas-là, il y a une phrase qui dit « T'enterres pas tes enfants », tu sais. Ouais, non. Puis elle a dû vivre ça, puis comment tu m'en parles, je sens qu'elle prenne de tes nouvelles, tout ça, dans des moments tragiques, ça prend une certaine force. Ça prend, c'est une espèce de résilience. Je sais pas si c'est le bon terme. Là. Je pense que j'utilise toujours le mot résilience de la mauvaise façon. Mais ça en parle bien quand même. Ça m'a... j'ai toujours respecté cette femme-là, que j'ai toujours aimé, mais on dirait qu'après ça, je l'ai vue aller, puis j'étais comme... Mon Dieu, tu sais, comme... Tu regardes Iron Man dans un Avenger, t'es comme, oh shit, il est cool, puis il est fort, mais comme j'ai vu ça, puis ça a comme... C'est super quétaine, qu'est-ce que je suis en train de dire, mais ça a vraiment été impressionnant de la même manière que voir comme Spider-Man volant quelque part. J'ai trouvé ça de comme comment qu'elle fait, comment est-ce que c'est possible d'être cette personne-là en ce moment, puis de réussir à faire cet exploit-là. Ça l'a dit, elle vit quand même un deuil, puis c'est pas facile. Je suis pas en train de te dire qu'elle comme sa fille est morte, elle fait comme bon, ben gars, c'est fait, on part à Cuba, pour vivre la vie. C'est pas ça que c'est passé. Non, puis elle a dû tellement passer par toutes les gammes d'émotions, puis par. Tu sais, c'est tellement chargé, mais c'est ça. Elle passe encore par ces émotions-là. C'est ça. Oui. Mais quand même, de juste réaliser, voir ça comme ça, puis aussi son mari, on dirait que ça a tué 2 personnes que j'étais comme, mon Dieu Seigneur, je me serais pas attendu de ces personnes-là, surtout comme du monsieur avec qui, genre, il m'offre une Coors Light de plus quand j'ai dit non. Ah ouais, là, c'est jour d'allant, on se garde. Ça a toujours été ça. Fait que, c'est ça. L'émotion, c'est bien émotif, mais les films que je regarde. Ben, le prochain, un peu moins quand même. Effectivement. Plus toton. La légèreté, peut-être. Oui, plus toton. Hot Fuzz, c'est un film de 2007 d'Edgar Wright qui met en vedette Simon Pegg dans le rôle de Nicholas Angel, Nick Frost en tant que Danny Butterman, Jim Broadbent, Timothy Dalton, l'ancien James Bond, et Olivia Colman qui aujourd'hui joue la reine Elisabeth II dans The Crown et a gagné un Oscar il y a quelques années, mais à cette époque-là, avait un tout petit rôle de policière de région. C'est elle? C'est elle, oui. Oh mon Dieu, Seigneur! Tu sais, est incroyable dans Hot Fuzz, là, elle me fait mourir de rire. Parce que, tu sais, elle joue vraiment juste la seule fille dans le bureau de police. Puis qui va toujours faire des jokes de gars pour être one of the boys, tu sais.
Puis elle fait tout le temps, tu sais, c'est tout le temps genre c'est une joke cochonne, puis en regardant, on fait ah! Tu sais, c'est fucking drôle, là, mais comme, mon Dieu Seigneur, ben, bravo madame, comme elle le mérite à 100%. Ouais. Mais... Mais tu me disais, parce que ça, tu m'avais dit que tu voulais parler au départ de Scott Pilgrim vs. The World, mais bon, il y a quelques semaines, Guillaume Boldoc en a parlé. Mais c'est quoi l'importance d'Edgar Wright? Tu m'as dit que ce réalisateur-là a eu un finalement, impact tu sur sais, toi. Ouais. ben, en fait, ben, c'est pour... Finalement, c'est comme Hot Fuzz, je pense qu'il est plus marquant, mais pas qu'il est plus marquant, mais j'aurais plus de plaisir d'en parler que Scott Pilgrim, juste parce que Scott Pilgrim, quand j'ai vu ça quand j'étais au cégep, c'est un des rares films que, tu sais, j'ai vraiment été scotché à ce film-là jusqu'à temps que j'apprenne les répliques par cœur, puis que je l'écoute même en disant les répliques, c'est qu'il y a tellement d'affaires que je trouvais cool dans ce film-là, dans le montage, dans le jeu d'acteur, dans l'humour. Ça me fascinait, je trouvais ça incroyable jusqu'à temps que j'apprenne qui est Edgar Wright. Puis après ça, que j'écoute, puis en fait, que là, j'ai un œil pour la réalisation, le montage, le jeu d'acteur, puis l'humour, tu sais. Puis de comprendre l'importance de la réalisation d'Edgar Wright pour le comique de ces films-là. Parce que, tu sais, là, on parle de la trilogie Cornetto, là, qui est aussi de World's End à travers tout ça. Que Scott Pilgrim, je trouve qu'il rentre quand même cette affaire-là. Puis Baby Driver, son dernier film aussi, parce qu'il utilise bien le montage puis la réalisation pour ces films. Tu sais, les films de Edgar Wright, c'est tout le temps des films que les acteurs vont beaucoup répéter les scènes parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est très précis. Ça n'a aucun sens. Mais c'est un des rares films que, justement, il utilise bien la réalisation pour dire son histoire puis faire rire. Tu sais, c'est pas... tu sais, je bâche Adam Sandler, mais j'écoute quand même les films d'Adam Sandler. Je suis pas meilleur que personne. C'est un des films qui m'a beaucoup marqué, tu sais, c'est Funny People qui m'a comme juste... Bon. C'est super bon, puis c'est con, mais c'est ça que votre réalisateur était comme, ben oui, Chris, il y a des humoristes ailleurs qu'au Québec, puis ça m'a juste comme ouvert la porte sur plein d'autres affaires. Puis il y a d'ailleurs une bonne joke du personnage une bonne joke de stand-up du personnage de... Voyons... il y a Seth Rogen puis Jonah Hill qui est comme si mes couilles et mon pénis se parlaient, comme il trouverait que genre que comme c'est comme vraiment une relation de violence conjugale entre moi et mon pénis. Mes couilles c'est comme d'où t'as-tu vu qu'est-ce qu'il te fait? Mon pénis comme non man tu le connais pas, tu sais. Qui est une super bonne joke de stand-up. Vraiment. Mais bref, ça pour dire que tu sais, je trouve que Hot Fuzz c'est une des meilleures représentations du génie d'Edgar Wright. Ou dans tout le montage, tu sais, juste quand le personnage de Simon Pegg, il part de Londres pour aller à la petite ville, juste le montage, qui est super drôle, mais il n'y a aucun mot dans cette espèce d'affaire-là que tu fais juste voir la barre du cellulaire baisser avec son esti de... Ça plante. Oui, c'est ça, ça plante juste dans le métro, dans un char, dans une affaire, il mouille, toute l'espèce de petite séquence que tu vois qu'il de plus en plus s'en va creux, puis qu'on sait pas où il s'en va, puis le personnage est comme pas de si bon sens. C'est tellement bon, mon Dieu que c'est le fun. Puis tout ça pour arriver dans un petit village où il pense. Tu sais, c'est ce gars-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le gars qui veut devenir le nouvel enquêteur de la police de Londres. Lui, il veut être Jason Bourne. Il veut être Jason Bourne, il veut être un James Bond, il veut être tout ça. Puis il s'en va dans le plus petit village bucolique de l'Angleterre où tout le monde est gentil, puis tout le monde est comme bon matin. Tu sais, c'est quasiment comme se réveiller dans le village de Belle, dans La Belle et la Bête, où tout le monde chante bonjour. Ben, ça, ou le village de Belle des annonces de Benoît Brière. Je sais pas pourquoi t'as dit le village de Belle, j'ai même pas pensé à... J'ai vraiment pensé aux annonces de Benoît Brière. Comme si c'était un village rempli de Benoît Brière avec des différentes personnalités. Avec sa mère, sa grand-mère, son petit frère, tout le monde, toute la chorale est là. L'analogie marche parfaitement quand même. C'est un village parfait et simple parce qu'il n'y a pas de crime. Mais justement, c'est qu'à un moment donné, il commence à y avoir des morts qui sont douteuses. Ça ressemble de plus en plus à des assassinats. Effectivement. Et puis tous les assassinats, mon Dieu, sont débiles. Celui qui me fait le plus rire à chaque fois, c'est... on ne sait pas jusqu'à la fin qui serait ce tueur potentiel-là, mais il porte des espèces de grandes taches brunes. Puis il fait juste pousser un des mâts de l'église en pierre qui tombe directement dans la tête d'un journaliste. Et tu comprends qu'il est mort, mais il fait quand même 2-3... Il y a plus de tête, là, mais il fait 2-3 pas avant de tomber. Puis je suis comme... C'est
C'est tellement gore C'est niaiseux. gore, c'est niaiseux, c'est tata. Tu sais, il y a vraiment, tu sais, faut vraiment imaginer une petite pyramide en roche qui a rentré, c'est qui est rendu, tu sais, à travers les clavicules. Là. Tu sais, il est rendu qu'il n'y a plus de tête, il porte une pyramide de roche, puis juste là, wow, après ça, il tombe à terre. Ça fait très goofy, tu sais. Ah, mais tout le film, je trouve qu'il est tellement bien monté, puis j'ai toujours du fun à l'écouter puis le réécouter, parce que autant l'évolution des personnages est le fun, tu sais, du personnage de Simon Pegg, que ça commence, ça nous montre que c'est un policier beaucoup trop dévoué, il est super bon, c'est statistiques qui sont dans le tapis, très mais trop dans ça. Comment? Très by the book. Très by the book, trop by the book même. Puis il est pas capable d'avoir une relation, il y a la rencontre avec son ex qui est aussi une policière qui se parle, puis ça il y a la joke comme super niaiseuse de comme, il va la voir pendant qu'elle est sur une scène de crime puis est avec le coroner, fait qu'il porte comme des espèces de soutes qu'on peut pas les reconnaître d'une aucune manière, commence à y parler, puis il fait comme, c'est pas moi, c'est elle, ah, ok, puis on va voir l'autre personne, parle à cette personne-là, puis elle fait comme, c'est comme, c'est-tu avec qui là, avec Dylan, il y a comme un gars qui arrête ça comme non, c'est Fred, il y a juste un autre gars qui fait hello, c'est comme tout le monde. C'est super drôle. C'est super comme comique, on dirait quand même une comédie musicale tellement que c'est bien orchestré puis le fun. Puis celle qui joue son ex, justement, qui a tout ce que tu vois, c'est ses yeux, c'est Cate Blanchett. Ah ouais, on calique, c'est que ce film-là, bâtard, ça n'a aucun sens. C'est un sac à surprise, ça arrête plus, c'est un feu roulant. J'aurais dû plus regarder la carte de IMDb de cette affaire-là. Tu sais, après ça, l'évolution, quand il découvre que finalement, il réussit à aimer en aimant son ami, qui est le personnage de Nick Frost. Ouais. Nick Frost, lui, qui est capable de faire, de comme se trouver une indépendance, de devenir autre chose qu'un enfant à travers tout ça. Même les policiers, qui sont comme tous des personnages un peu très à côté, mais qui finalement, eux autres aussi ont une évolution. Tu sais, juste, ça, c'est une partie du film. Mais après ça, t'as le scénario qui est tellement drôle, juste dans l'idée de la chose, comme quoi qu'il y a le personnage qui arrive là, il voit des crimes, il commence à faire des liens, puis là, t'écoutes le film comme un film policier, qui est comme « Wow, mais mon Dieu, OK, il l'a trouvé, il arrive, il trouve les bandits, puis finalement, tu sais, ces liens-là marchent, mais c'est pas tout ça, tu sais, comme... Pas tout ça, mais ça marche autant. Oui, mais c'est ça qui est tellement bon. On dirait que j'aime tellement ça, cette espèce de côté-là de jouer avec les attentes du spectateur, qui est de quoi que je vais faire moi-même quand je vais écrire des radioromans. Pas aussi bien que Edgar Wright, là, mais je pense que c'est Simon Pegg puis Edgar Wright qui l'ont écrit. Là. Ouais. Mais tu sais, je trouve que scénaristiquement, c'est super bien ficelé, c'est super bon, c'est super drôle. La réalisation est impeccable. C'est un des rares. Il n'y en a pas, en fait, je peux pas te nommer un autre film qui utilise la réalisation pour faire des jokes. Il n'y en a pas. C'est tout le temps juste de l'impro d'acteur. Puis tu sais, c'est super le fun, mais comme. Ouais, je l'ai écouté c'est bien fait. Mais c'est des gens qui disent des jokes. Tu vois pas des blagues à l'écran. Tu sais, on peut penser, mettons, à un Ding et Dong le film. Il y a beaucoup de gags visuels ou des trucs comme Airplane. Oui. Toutes les comédies Hot Shots, là, les pilotes en l'air et compagnie. Ouais. Qui est toute la même gang d'ailleurs. En plus, pas le Ding et Dong le film. Oui, c'est Claude Meunier a fait Airplane. Ding et Dong le film. mais je comprends pas comment se fait qu'on n'a pas appris de ce langage-là, de ces choses-là. Ouais. Je trouve que Edgar Wright, c'est un des seuls qui a été capable, je pense le seul, qui a vraiment fait un film, qui a vraiment fait un... voyons, Police, tous les films avec Leslie Nielsen, là, ouais, justement comme Airplane. Non, pas Police Academy. Police Academy, c'est une autre affaire, mais c'est... Ah ouais. L'agent fait la face, Naked Gun. C'est ça, Naked Gun, merci. Dans tous les Naked Gun qui étaient Police Squad avant, qui était comme une série de 6 films qui riaient justement de toutes les séries télé de tout ça. C'est très satirique du film, c'est très méta. Mettons Top Secret, là, qui est les mêmes qui ont fait Airplane. Toutes les jokes de comme, il y a un personnage qui est en arrière-plan, en avant-plan, tu as un téléphone, le téléphone sonne, t'arrives, finalement, il est pas en avant-plan, c'est juste un hostie de gros téléphone. L'espèce d'affaire, genre, le gars, il est à terre, d'un coup, il est né à nez avec 2 bottes, il fait juste lever les yeux, finalement, c'est juste qu'il y a 2 bottes à terre, il n'y a pas personne qui est là, c'est beaucoup jouer avec les codes du cinéma pour rire du cinéma, ce qui est super cool, mais je trouve que la prochaine étape après ça, c'est d'utiliser ce même genre d'affaire-là pour nourrir ton histoire, puis ton histoire soit encore plus comprise. Ce que Edgar Wright fait tellement bien. Oui, parce que l'histoire de Hot Fuzz est captivante. L'histoire de Shaun of the Dead, c'est un très bon film de zombies.
avec des excellents gags. Mais ça, tu sais, Hot Fuzz, c'est un bon film de police Oui, avec des bons gags au travers. c'est un bon film drôle de police. Tu sais, ça rit pas du genre policier. Ben, un peu dans la scénarisation, mais ça va Oui. plus utiliser pour servir son histoire plus que de rire de. Tu sais, c'est pas un commentaire que là-dessus. C'est vraiment plus pour jouer avec le spectateur et ses attentes, ce qui est, Ouais. je trouve, fascinant. Puis Ouais, toutes puis tu sais, les- les deux gars sont fascinés par le film avec Keanu Reeves, où est-ce qu'il fait du surf. Oui. Voyons, c'est lequel, là? C'est avec Patrick Swayze, là, en tout cas. Mais Ce oui, la film-là. scène, en tout cas, ils se mettent à tirer. Puis... C'est Ah! ça, mais tu sais, ils refont cette scène-là de tirer au ciel, mais tu sais, ça reprend les codes de ce film-là, ça reprend des codes des films de Michael Bay, mais sans les ridiculiser. Hein. Tu sais, c'est le genre de film qui dit on peut apprendre de Oui. ce genre-là, mais il faut juste bien les faire. Faut juste bien. Effectivement. Parce que ça, c'est Pierre-Luc Gosselin qui m'avait déjà dit ça. Ouais. J'ai trouvé que ça m'a fait quand même réfléchir. Tu sais, on rit beaucoup de Michael Bay, Ouais. mais quand tu es un réalisateur et que tu as un style reconnaissable, Ouais. tu peux pas mettre ça de côté. Il y a quand Michael Bay, autant adolescent en érection que ses films sont, il y a quand même de quoi de marquant par rapport à ça. Puis, tu sais, tu as de quoi retenir de ces affaires-là. Tu sais. Non, ouais, puis tu sais, les gens vont dire ouais, mais il reprend toujours les mêmes plans. Ouais, Stanley Kubrick aussi. Effectivement. Tu sais, Si on est honnête avec nous, là, oui, Stanley Kubrick, c'est des longs corridors, c'est des gens qui regardent à la caméra quand ils sont fous. La seule différence, c'est que c'est pas pour le même public. Là. C'est pas pour le même public, puis les scénarios sont 1000 fois plus intelligents, puis c'est pas, Effectivement, c'est pas une réaction d'ado. Puis il n'y a pas, tu sais, Michael Bay, quand il y a des explosions sur son plateau, il crie Mayhem! Qui est Mayhem, mais en criant son nom. C'est pas sûr que Kubrick est sur son plateau en faisant comme Kubrickum! Asti que c'est drôle. Ouais, Kubrick a d'autres problèmes, par exemple. Oui. C'est une autre histoire. Hey, mais c'est drôle en tabarnak. Hey, comme parenthèse par rapport à ça, j'ai pas encore fini malheureusement, mais comme j'ai vraiment du fun à le lire, par exemple, parce que c'est juste que je suis pas bon pour lire des romans. Là. Mais j'ai commencé le livre Des explosions de Mathieu Poulain. Super drôle, mon gars. C'est une fausse biographie de Michael Bay, mais comme si c'était vraiment le meilleur réalisateur sur la Terre. Puis que, tu sais, il y a toujours eu des pensées derrière tout ce qu'il faisait. Ouais. C'est lui qui a réalisé le clip de Meatloaf de I Would Do Anything for Love, But I Won't Do That. C'est comment il décrit la scène, comment ils se sont rencontrés, c'est que, tu sais, Michael était un de ces typiques bistrots, cafés où il va tout le temps pour prendre son espresso, tu sais. Puis d'un coup, Meatloaf arrive en défonçant le mur sur sa moto. Tu sais, il fait juste comme il arrive là, il s'assoit avec Michael, commence à parler un peu. Puis Michael, il demande, fait comme il dit, ta tune, c'est I would do anything for love, but I won't do that. Qu'est-ce que tu ferais pas? Ouais. Puis là, t'as juste Meatloaf qui commence à lui expliquer qu'il y a une dernière relation, puis avec sa dernière blonde, tu sais, qu'est-ce que tu penses de la neutralité du monde ou du... Attends, non, c'est le... Fuck! Comment on va mettre dans une boîte? Le rationalisme, non. En tout cas, je me souviens plus du temps, malheureusement. Je pense que c'est du rationalisme, on dit que c'est ça. Puis il fait comme juste sur une grosse tirade sur le fait que, tu sais, il voit le monde comme ça, puis, mais il peut pas adhérer à la même idéologie que elle, qui est le rationaliste, qui fait que je ferais tout pour l'amour, sauf ça. Puis il y a juste Margot fait comme, c'est ça que je pensais, je vais faire ton clip. Puis tu sais, le clip de cette affaire-là, c'est juste des gars en moto. C'est super tonton. Ouais. C'est fucking drôle, comme je t'invite à lire. Et aux auditeurs, lisez ça. Il a fait un deuxième. Ben oui. Là-dessus, on va faire une petite pause. Hop là! Mais c'est ça, au retour, on va découvrir pourquoi toi, tu préférerais attraper la syphilis plutôt qu'assister aux danses de French Cancan du Moulin Rouge. Tabarnak. Attends, mais en tout cas, je vais bien expliquer tout ça, tu vas voir. Parfait. Puis on va s'envoler vers une galaxie fort, fort lointaine avec la mais non, de quoi qu'on va parler? Je sais pas, mais Star Wars! C'est sûr que si tu le dis, là. Punch. Ouais, le punch est un petit peu... Je passe la toune tout de suite. Là, j'ai un malaise. Là, Non, je pense qu'on va prendre un gros silence.
j'adore enregistrer On jase de film. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de film, Instagram, @On jase de film. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de film. De retour en jase de film avec mon invité Alexandre Forêt, avec qui en première partie, on a parlé des films Le Tombeau des Lucioles, Le Camion et Hot Fuzz. Donc, un film, je me prépare à ce que tu sautes une coche, c'est ton film détesté, Moulin Rouge, sorti en 2001, de Baz Luhrmann, qui met en vedette Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jim Broadbent, qu'on a vu précédemment dans Hot Fuzz, Kylie Minogue, ben oui, était là en 2001, et John Leguizamo dans le rôle de Henri de Toulouse-Lautrec, un gars de 6 pieds qui joue un nain. C'est toujours bien reçu. C'est quoi l'histoire de Hot Fuzz? C'est quoi l'histoire de Moulin Rouge et pourquoi t'aimes pas ça? Ben, l'histoire de Moulin... C'est pas l'histoire, mais c'est vraiment plus l'exécution, tu sais, parce que l'histoire, c'est juste un Anglais qui doit écrire sur c'est quoi être un producteur là, pour son livre de ça de même. Puis là, ça a fait que Nicole Kidman, parce que là, Nicole Kidman, elle essaie d'impressionner un grand producteur, elle pense que c'est Ewan McGregor, fait que là, elle finit par commencer ça de même, c'est une histoire d'amour, puis finalement, elle se fait avoir, puis elle prend la tuberculose, et elle est morte. L'histoire, comme ça me va. Honnêtement, comme. Puis tu sais, moi, je lis le synopsis, je suis comme, OK, intéressant, c'est le fun. Mais là, pourquoi ce film-là me met en tabarnak? C'est parce que j'aime les comédies musicales. Okay. J'adore les comédies musicales. Je trouve que c'est un festin pour les yeux. J'aime voir. Tu sais, une comédie musicale, l'histoire peut être correcte, je vais quand même aimer ça. Tu sais, c'est Funny Face avec Audrey Hepburn puis Fred Astaire. La différence d'âge est assez spéciale pour l'époque, ça me surprend énormément, mais bon, entre Fred Astaire et Audrey Hepburn, je parle là. Le film très correct, très quétaine, surtout la fin de cette affaire-là, mais les tunes, je les aime énormément, les chorégraphies, je trouve ça bon. Singing in the Rain aussi, je trouve, c'est un film qui fait pas tant de sens que ça, mais j'aime donc ça écouter ce film-là. Ouais. Moulin Rouge, justement, premièrement, le gars qui joue Toulouse, là, comme... Oui. Quand je l'ai vu, j'étais comme, lui, dans ce rôle-là, celui qui fait la voix de Sid dans Air de glace. Et qui a joué Luigi dans Mario Bros. Oui, le film. Mais il a toujours été comme le gars un peu wow! Dans les films des années 90, début 2000. Là, il fait comme Toulouse dans ce film-là. J'étais comme, c'est donc bien un drôle de choix. Ouais. Puis après ça, le film est... Honnêtement, je trouve vraiment que ce film-là, c'est juste écouter quelqu'un qui change de poste de radio aux 30 secondes puis qui est sa côte. C'est pas assez bon. C'est juste, sans arrêt, un mash-up de tunes qui arrête pas. T'es comme, wow, minute, sacré affaire. Ouais. T'as pas le temps d'apprécier le chant, t'as pas le temps d'apprécier les chansons, t'as pas le temps d'apprécier aucune fucking chorégraphie parce qu'il est film tout croche. Il y a du monde qui danse partout puis t'as juste un close-up sur la face de Nicole Kidman. C'est pas pour ça que j'écoute une comédie musicale, tabarnak. Si j'avais vu voir Nicole Kidman puis avoir écouté de la musique pop, ben j'aurais écouté un film avec elle puis j'aurais parti à la radio. Bâtard, pourquoi tu me fais subir ça dans un film? J'avais mis ça avec un espoir de comme écouter une comédie musicale. Ouais. Puis ça m'a tellement fâché. J'ai écouté Cats puis j'ai trouvé ça moins rochant que Moulin Rouge. Non, attends une minute là. Oui! Il y a des limites. Cats, tu sais l'affaire où il faut dire que Cats, c'est une comédie musicale qui a été faite dans le temps où c'est mythique parce que c'était à une époque où ce qui s'en sacrait de faire des histoires. Ils se disaient vraiment comme, on n'a pas besoin de faire une histoire pour qu'on vive quelque chose. Il n'y a pas d'histoire. Ça fait aucun sens, Cats. Ça fera jamais de sens. Mais en fait, l'histoire de Cats, c'est carrément une secte de chats qui se demandent qui est-ce qu'ils vont sacrifier cette nuit-là et ils tombent sur une chatte qui a une voix formidable puis on la met dans un ballon qui va aller vers le soleil puis elle est morte. C'est ça l'histoire de Cats. C'est l'histoire d'une secte
c'est l'histoire de l'ordre du temple solaire. C'est l'histoire de toutes les sectes qui virent mal, mais avec des chats à Londres qui chantent pas pire. Ils chantent fucking bien, tu veux dire. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, je veux dire. Puis reste quand même que Cast c'est un esti de mauvais film, juste parce que comme le choix en CGI, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est juste cameo par-dessus cameo. Ça, puis l'affaire la plus ridicule à travers tout ça, c'est qu'ils n'ont pas filmé ce film-là comme si c'était une comédie musicale, c'est-à-dire ils n'ont pas mis en valeur les chorégraphies, ils n'ont pas mis en valeur les chanteurs, tout ce qu'ils ont mis en valeur, c'est les vedettes dans le film. Ouais. Il y a un numéro de claquette, puis tu filmes la face du gars. Qu'est-ce que tu veux? Ça me torche, moi. Bon, t'as chorégraphié un numéro de claquette, puis tu montes ça. C'est quoi ton hostie de but, en tout cas? Ouais. C'est que la comédie musicale, c'est le genre cinématographique où le plan large doit être utilisé dans 90% de tes plans. Oui. C'est tout ce qu'on veut. On veut juste voir des pieds puis des têtes qui sont organiques puis qui bougent de façon que moi, je pourrais jamais bouger. Mais trouve une raison de le faire en film. Tu sais, Chicago, je trouve que c'est une excellente adaptation d'une comédie musicale. Je trouve que c'est super bien faite. Ben, je sais pas si c'est une adaptation ou si c'était juste faite pour... En tout cas, je trouve quand même que c'est une comédie musicale. Je sais pas si ça a été fait sur scène avant ça parce que je me suis pas informé. Mais oui, c'est une adaptation d'adaptation. En tout cas, c'est compliqué sur le Chicago. Tout ça pour dire, reste que comme ils ont rendu ça visuellement intéressant, tu vois les personnages, les chorégraphies sont comme en 2 temps, c'est un choix comme un autre, mais reste qu'au moins tu écoutes le film, puis ça fait du sens, puis quand il y a un moment chanté, il y a un moment dansé, on le voit, puis il est mis en valeur. Quand quelqu'un chante, ça doit être Catherine Zeta-Jones, s'il y a une danse, ils vont mettre le danseur en avant-plan, puis Catherine Zeta-Jones en arrière, parce que c'est là qui est intéressant, ça qui était pas à ce moment-là, c'est la danse. Moulin Rouge, c'est une orgie de tout pendant tout le long du film. C'est genre, j'ai écouté ça, puis en fait, il a fallu que j'arrête à un moment donné. Je suis comme, je suis capable. Je suis plus capable. Ça, puis juste me faire mettre un stroboscope d'en face à la même calice d'affaires. En fait, incapable. Ma théorie sur le réalisateur Baz Luhrmann, parce que j'en ai parlé avec Josiane Aubuchon, qui, elle, son film détesté, c'était The Great Gatsby. Baz Luhrmann, c'est un gars qui a jamais réussi à se brancher s'il voulait être réalisateur de film ou DJ. Ben, honnêtement, oui. C'est exactement ça. C'est pas supposé être un talent avoir écouté des tunes de Madonna puis de Police. Là, en quoi ça c'est intéressant, tu sais, que comme ça se place même dans une trilogie, là, Moulin Rouge, là, que c'est comme des comédies musicales qui mettent des tunes pop. Ce qui est encore plus fucking fâchant, tabarnak. Tu fais une comédie musicale puis tu mets même pas des tunes qui font du sens. Ouais. Puis tu sais, c'est... Ben, longtemps, j'ai aimé le Elephant Medley, là, où est-ce qu'ils font juste chanter des tunes les unes après les autres. Ça commence avec Heroes de David Bowie, puis en tout cas, il y en a plein d'autres, là. Roxanne, etc. Mais tu sais, techniquement, c'est que c'est pas des tunes qui fit ensemble. Aucunement. Puis eux, ils ont fait, non, mais on va s'arranger pour que ça fit. Mais en fait, tu sais, c'est juste qu'ils ont fait des arrangements qui font que, tu sais, ça coupe drastiquement, mais tout ce medley-là, tu sais, je l'aime hors contexte. Hors contexte, je le trouve intéressant. Je suis comme, ah ouais, c'est cool, tu sais, toutes ces tunes-là, c'est nostalgique, mais c'est dans le film, ça raconte rien de plus que c'est des tunes d'amour. Fait qu'on a pris des tunes d'amour. Et voici des tunes que le public connaît. Donc, on n'a pas à se forcer pour en écrire d'autres. On n'a pas à se forcer pour écrire une grande chanson d'amour pour une comédie musicale amoureuse, ou est-ce que c'est le moment où est-ce que les gens tombent amoureux, puis tout ça. C'est vraiment juste... Hey, vous vous souvenez de Heroes de David Bowie? Ouais. Elle est là. Puis vous vous souvenez de Roxanne? Ouais. Elle est là aussi. Puis All You Need Is Love? Ouais. Ben, c'est là aussi. Tout ça comme... C'est des gens dans un brainstorm pendant un après-midi qui ont fait... C'est quoi votre Big Shiny Tunes de musique d'amour? Tout le monde a pitché des tunes. Ils ont pitché 50 titres de tunes qu'ils ont écrits sur un tableau blanc. Puis ils ont fait, bon, OK, c'est quoi les 15-20 les plus connus là-dedans qu'on pourrait juste forcer, là? Puis ouais. OK, parfait. Ça va être ces 15-20-là. Merci, bonsoir, c'est rappé. Bon, la soundtrack est faite. Hey, facile de faire une comédie musicale. Là, ça lui a pris 2 ans à écrire ça, nous autres. Un après-midi. Yes, sir, golic. Il y a déjà des tunes. Les tunes sont déjà faites. Faisant pas signer ça, il y a déjà des tunes de faites. Il y a plein de musiciens qui font juste ça, des tunes. Hey! T'as envoyé un chèque pour les paroles à David Bowie, puis c'est fait. Mais c'est réglé. Faut compliquer de même. Voyons, c'est fou. Oui. Qu'est-ce que ça me fâche? Mais dans les mêmes années, il y a eu la comédie musicale aussi de Producers qui a été faite puis qui a pas marché, mais
qui est vraiment bien réalisé parce que tu vois les personnages danser, tu vois les personnages qui chantent au moment où est-ce qu'ils chantent, comme tu disais tantôt pour Chicago. C'est fait très à l'ancienne, tu sens que c'est un décor, tu sens que c'est cheap, entre guillemets, ça ne l'est pas. Mais tu as l'impression de regarder une comédie musicale faite dans les années 40, 50, 60. Mais c'est ça Ça qui est le marche au fun bout. aussi, tu sais, sans reprendre nécessairement tu sais, le style des années 50-60, tu sais, je pense au film Mhm. Funny Girl avec Barbra Streisand, là, qui est un des films Ouais. qui l'a mis sa map, ou il était déjà, en tout cas, faut l'aimer ce film-là, personnellement. Tu sais, c'est une super belle comédie musicale, pas très proche à la réalité sur l'histoire de Fanny Bryce, si je ne me trompe pas. Mais quand même, je trouve que c'est super le fun, c'est super intéressant. Barbra Streisand a fait. J'ai compris pourquoi Barbra Streisand, en voyant ce film-là, tu sais, je veux dire, les performances vocales et d'actrices sont vraiment pertinentes, cette affaire-là. Puis, tout est mis en valeur, tu sais, toutes les performances, tout le jeu d'acteur est là, puis ça fait du sens. Tu sais. Pas obligé de faire cette même affaire-là, mais au moins prendre ça en considération. Tu sais, check ces affaires-là. Moulin Rouge, je trouve qu'il n'y a aucun choix que je peux justifier. Il n'y en a aucun. Tu sais, le choix de l'histoire dans cette époque-là, pourquoi c'est des tunes de pop dans cet univers. Tu sais, c'est comme plein d'anachronismes, mais qui font pas de sens. Tu sais, c'est pas. Ouais. D'habitude, un anachronisme va être comme mis en relief, puis ça va faire un peu du sens avec. Avec le reste, ça va être un choix, puis c'est correct. Tu sais, c'est là pour ça. Mais là, c'est vraiment juste. C'est une affaire qui se passe en 2002, puis tu as dit à tout le monde, hey, tout le monde, ça se passe au 19e siècle. Non, mais ils ont des cellulaires. Ah, ça se passe au 19e. Ouais. Non, mais comme tu vois dans les mœurs, comment ils me disaient, c'est au 19e, c'est au 19e, c'est tout. Ça fait pas de sens. Bah, tu sais, comme, il n'y a rien qui fait du sens dans cette affaire-là. Mis à part que il y a des personnes de cette époque-là qui est là, genre Toulouse qui est là, tu sais. C'est ça. Tu viens pas Ça- puis. Tu sais, ça aurait pu être un pari de la belle époque, ça aurait pu être un pari de ce Montmartre-là qu'on apprend à découvrir, qu'on voit ce que c'est. Ben non, c'est des tunes pop. C'est rien. Il n'y a rien, il y a fuck all. Il y a pas d'évolution de personnage intéressant. Il n'y a pas de performance musicale le fun. Il n'y a pas de danse. Il n'y a Non. rien, Tu hostie. sais, jamais je remettrai en question le talent d'acteur d'Ewan McGregor, le talent d'actrice de Nicole Kidman. C'est des acteurs formidables. Des chanteurs, je sais pas. Ah, Ewan McGregor, il est un bon chanteur, par exemple. Ben, il est bien dans le film, je trouve, mais il aurait pu aller chercher un talent vocal plus incroyable aussi. Ouais. On l'a jamais revu chanter dans quoi d'autre. Effectivement, c'est vrai, ça fait. Ben, à moins que je me trompe, j'ai pas la carrière d'Ewan McGregor devant moi. Là, j'ai juste. Parce qu'il me semble qu'il en a fait un autre, Ewan, là. Attends, mettons, musical, Ewan McGregor. Ewan McGregor, Trainspotting. Oui, Trainspotting de musical. On va aller faire de la poudre, puis on va aller faire toutes les drogues du monde dans les toilettes. On va halluciner qu'un bébé marche au plafond, puis on va faire caca longtemps. Ça, c'est ton musical, Alexandre Fogg. Eh bon, je sais pas, c'est catchy. Ça reste dans. C'est des verres d'oreille. OK, bon, l'attaque des clones, ça, c'est un musical. Ben oui, ben oui. Mais justement, pendant que tu vas trouver une autre comédie musicale avec Ewan McGregor, je vais embarquer sur ton plaisir coupable qui est Star Wars de 1977, une série de 1977 à 2019, réalisée tour à tour par George Lucas, Irvin Kershner, Richard Marquand, je pense que c'est un français, J.J. Abrams et Ryan Johnson. Dans l'ordre, les 9 films Phantom Menace, Attack of the Clones, Revenge of the Sith, A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Force Awakens, The Last Jedi et Rise of the Skywalker. Bravo. Chanson répondre. Comment? Commencer avec Phantom Menace et c'est rendu. Il y a aussi les Star Wars Story, par exemple, dont Rogue One et Han Solo. Que j'aime bien Rogue One, que je trouve le fun. L'histoire n'est pas tout cassée, mais ça va dans une autre direction. Non, mais le film est le fun, je trouve, que c'est le fun en même temps. C'est sûr que moi, en tant que gros nerd, là, parce que, tu sais, je veux dire, ça partie des films, puis là, à cette heure, je lis les comics, j'écoute des livres audio, j'écoute les émissions de télé, là, parce qu'il n'y a pas juste Mandalorian, là, il y en a deux autres qui est de Clone Wars, Rebels, Resistance aussi que j'ai écouté, qui est de la crise de merde, là, c'est vraiment... Je l'ai tout écouté, par exemple, en me disant, peut-être que, finalement, non, il n'y a rien de bon dans cette affaire-là. Mais
c'est des films que j'adore. Comme, je les aime tous. Puis je peux pas dire pourquoi. Je peux pas te dire pourquoi, mais tu sais, quand Force Awakens est sorti, tu sais, quand ils ont fini à recommencer au cinéma, puis j'ai été la première fois comme adulte dans une salle de cinéma devant ce film-là, la journée qui est sortie, je suis devenu émotif quand j'ai vu le premier avec le Star Wars. Là, moi puis mon frère, et moi, j'ai comme ouf, je sais pas pourquoi on vit tellement d'émotions avec ces films-là qu'en pourtant. Tu sais, je les ai écoutés justement avec ma date récemment parce que c'est comme nous sur le sujet, puis j'ai dit comme ça, hey, ça te tente. Mais en fait, c'est elle qui a proposé comme ça tente de écouter Star Wars. J'étais comme, tu me diras pas ça 2 fois, ma fille. Puis je passe mon temps à écouter ces films-là, j'ai connais de fond en compte, puis à juste rire de tous les moments quétaines puis épais qui font pas de sens dans ces films-là. Tu sais, juste, mettons, dans A New Hope, c'est plein de failles, ces films-là, ça n'a aucun sens. Luke, il vit sur Tatooine avec son oncle, sa tante, il a 18 ans. C'est les seules personnes qui ont eu pratiquement toute sa vie. C'est sûr qu'il y a des amis à travers tout ça qui commencent à joindre la rébellion, puis il a hâte d'aller faire ça lui aussi. Il est un excellent pilote, puis il veut devenir pilote. Mais son oncle, il n'aime pas trop ça. Il est comme, hey, non, parce que lui, il sait de quoi est-ce que son père est devenu. Il dit non, fais pas ça. Puis là, tu sais, tout ce qu'il dit à Luke, c'est juste, hey, juste comme, va pas voir le monsieur bizarre dans le désert. Obi-Wan, là, je l'aime pas, lui. Il est bizarre, c'est dangereux. Puis je veux que tu restes avec moi parce que ton père, c'est un tout croche. Puis en tout cas, pose pas de questions sur ton père non plus. Luke, il finit par rencontrer Obi-Wan à cause qu'R2D2 s'enfuit. À cause de ça, il revient à la maison, il découvre la carcasse brûlée de son oncle puis sa tante. Tout ce qu'il dit à Obi-Wan, c'est, il n'y a rien qui me retient à cette heure, je peux aller dans l'espace. Il n'y a aucun deuil. Non, tu sais, comme. Puis, ça vient jamais que ces deux-là sont morts. Non, jamais. C'est comme ça arrive là, puis après ça, il sauve l'humanité, puis il peut piloter un avion. Puis même pire que ça, tu sais, quand il s'en va sur la Death Star pour aller. Il voulait aller sur Alderaan pour transporter les plans de la Death Star. Finalement, quand on se ramasse à la Death Star, puis à ce moment-là, il sauve Princesse Leia. Tu sais, Luke, il voit Obi-Wan qui se fait tuer. Qui est comme le monsieur que ça fait peut-être 5 heures qu'ils traînent ensemble, là. Puis là, gros deuil. Il est dans le vaisseau, puis il est comme, hey, je peux pas croire qu'il est mort. Puis c'est Léa qui le console, qui est la fille qui vient de fucking voir sa planète exploser. Oui. C'est toujours l'éternel débat. Tu sais, mettons, si on fait un parallèle avec Batman versus Superman, pas le film, mais Batman et Superman, Batman est en deuil depuis 35 ans de ses parents. Superman est le dernier de sa race. Il est comme, bon, je vais sauver la Terre. Mes parents! Faut que j'aille me battre pour mes parents! Écoute, il y a un building qui tombe là, je vais y aller. Mais c'est que ça fait aucun sens quand tu te regardes ça de loin, puis j'aime quand même ça. Par exemple, je dois l'avouer, c'est le très dernier. ouais. Mais oui, mais tu sais, il y a plein d'affaires qui est le fun. J'aime beaucoup les vaisseaux. C'est des piou-piou dans l'espace. J'aime ça, les piou-piou dans l'espace. Mais le dernier, par exemple, je t'avoue il m'a fait mal. Qu'il soit autant mauvais, là, ça m'a fait mal. Parce que l'Âge Jedi, je l'ai aimé. Je trouve que ça pose des questions. Tu sais, non, cinématographiquement, c'est pas un chef-d'œuvre. Il y a des failles évidentes dans ce film-là. Mais juste pour Star Wars, puis surtout dans une relance de franchise, je trouve que c'est super intéressant, super le fun, puis qui tassait beaucoup de choses en voulant comme faire, gars, ça c'est le passé, là on est rendu là, on va se concentrer sur ça. Ce qui était très pertinent. Puis même Rose Tico, je trouve que c'est un personnage le fun. Je sais que c'est lourd dans un scénario, un nouveau personnage, quand on a déjà comme 3 personnages à gérer, mais je l'aime quand même, puis il est super le fun. Là, après ça... mais le problème, c'est que l'épisode 8 amène beaucoup de décisions qui sont un peu weird, mais tu sais que... Oui. OK, si ça va dans cette direction-là, on va voir pour la suite. Mais l'épisode 9 dure quoi? 2h30? Puis la première 1h30, c'est juste détruire tout ce que l'épisode avant lui a fait pour reconstruire une espèce de Frankenstein de film semi-cohérent. C'est juste ça. Je comprends tellement pas. Puis il y a tellement des mauvais gags. Il y a tellement... Ou tu sais, des espèces de pistes qui se peuvent pas. Tu sais, quand tu penses que le vaisseau sur lequel Chewbacca est embarqué se fait détruire, tu te dis « OK, Chewbacca est mort », mais tu fais... Chewbacca meurt dans un Star Wars, je veux vivre ce moment-là. Puis ça va être émotif, puis c'est un personnage qu'on connaît depuis longtemps, c'est un ami, entre guillemets. Puis, OK, on va vivre un deuil. 3 secondes après, ah non, il n'était pas mort. Puis finalement, c'est pas grave. Mais c'est quoi ces hosties de choix-là, tabarnak? T'as-tu déjà fait un film, JJ? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je comprends
strictement rien des décisions de ce film-là. Puis même dans le lore de Star Wars, quand il était supposé avoir le story group, qui a full travaillé sur les autres films, puis que ça, tu sais, comme Force Awakens, ça marche au bout, La Jedi, ça marche au bout, là, ce film-là, tu sais, Finn, qui est genre des flying out, comme Chris, il y en avait dans le temps de l'Empire. Ouais. Puis t'as été un Stormtrooper, t'es supposé le savoir, tabarnak, il y a des Rocket Troopers, là, c'est pas nouveau, cette histoire-là. Il y a plein, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On dit que c'est J.J. Abrams aussi qui a voulu comme faire non, ma graine est plus grosse que celle de Rian Johnson. Ouais. Puis il aurait tellement juste dû donner ce film-là à Colin Trevorrow, ouais. Qui, parce que tu sais, les grandes lignes de son scénario ont leaké. Mm-hmm. Puis ça aurait donné un super bon film, super intéressant, puis qui aurait donné une place à Rey Tabarnak pour une fois qu'on avait un personnage féminin en avant-plan. À cause du dernier film, son existence a servi à juste dire comme ah ouais, en passant, on parle d'elle pour pouvoir parler de lui. Ah, ok, hey, ça a-tu valu la peine de mettre une femme en avant-plan? Bâtard! Ça m'a tellement fâché. Elle, puis le personnage d'Adam Driver, Darth... Kylo Ren. Kylo Ren, ouais. Qui se voit par la pensée, mais tu sais, qui a toujours une relation de distance puis une relation de haine. Ils finissent par se donner un bec à la fin. Quoi? Puis ils meurent. Mais juste dans le symbolisme de la chose, tu sais, Rey est supposé comme représenter le bien, puis l'autre le mal. Là, c'est juste comme de montrer que le mal peut finalement comme changer, tu sais. OK, cool, ça, je suis down avec ça. Mais qu'ils s'embrassent, on est vraiment juste dans le symbolique pur, là. Ça fait que t'es en train de dire que là, il y a Dieu puis Satan qui donnent des bisous pour aucune bonne... Tu sais, c'est quoi le style de rapport? Ça m'a tellement fâché, cette affaire-là. C'est que rendu à l'épisode 9, la force, c'est rendu de la magie. Ouais. La force fait ce que tu veux que ça fasse. Mais c'est ça qui est plate. C'est ça que de l'âge Jedi, au moins, apportait de super intéressant. C'est que il amenait l'idée comme quoi que, tu sais, Rey est pas importante. C'est la force qui veut ça. La force, c'est qu'une espèce d'affaire qui tient l'univers en tout-de-même. Il va pas prendre de décision bonne ou mauvaise, mais la force comme existe, puis elle influence les choses. Tu peux soit prendre en considération, puis voir le côté lumineux de cette chose-là, qui a été full documenté dans d'autres œuvres de Star Wars qui sont dans les livres, qui sont les comics, qui sont les émissions. Fait que c'était super cohérent, puis intéressant de voir ça comme ça, puis surtout que le personnage de Rey soit juste forte. Elle est juste bonne. La force est force en elle. C'est comme elle est née, puis ça donne que ça se concentre vers elle, puis c'est comme le vecteur du bien. C'est juste ça qu'on veut dans Star Wars. C'est juste ça que je veux. Et comme elle, c'est la gentille, fait qu'elle gagne. C'est aussi simple que ça. Pas besoin qu'elle soit la petite fille. Comment t'as découvert Star Wars? Est-ce que c'est quand t'étais petit? C'était-tu... Quand Phantom Menace est sorti. OK. J'ai full trippé sur Phantom Menace. J'ai trouvé ça super. Genre, moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est sûr que, encore aujourd'hui, j'aime beaucoup Phantom Menace. Puis, c'est sûr que la fin, comme. Mais je trouve que dans les 3 prequels, c'est un de ceux qui est le plus dans l'énergie de Star Wars, juste dans la façon qui a été faite, qui est présenté les personnages. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles affaires dans Phantom Menace et de belles nouvelles propositions. Après ça, c'est sûr que Revanche des Sith, je trouve que quand même il y a des affaires le fun puis comme des espèces de confirmations intéressantes dans les personnages. Le seul problème, c'est que c'est Hayden Christensen qui est vraiment, je sais pas s'il est pourri ou s'il a été très mal dirigé, mais c'est atroce de le regarder là. Bon, avec des belles répliques comme je n'aime pas le sable. Mais même quand il est fâché, ça fait aucun sens. T'y crois pas. Puis tu sais, t'as Natalie Portman à côté qui elle joue super bien, mais à quel point elle devait juste être comme tabarnak, il est pas bon. C'est Natalie Portman qui est une des meilleures actrices de sa génération. Déjà à ce moment-là. Elle a tout cassé dans les rôles professionnels. C'est la fille qui a la carrière qui s'en vient, la plus incroyable à Hollywood, puis elle est à côté de ce gars-là. Hey! Tu sais, comme ça marche pas, tu vois, tu sais, qu'ils sont de même, mais qu'elle qui est juste à côté, puis qui fait ses petites affaires, c'est comme, oh, pauvre femme! Mais bon, mais reste quand même que, tu sais, je vais quand même écouter ces films-là, puis je vais les réécouter. Même Attaque des clones, même si Attaque des clones, c'est carrément les feux de l'amour dans l'espace. C'est vraiment ça, ce film-là. Là. C'est sûr que bon, il y a plein d'affaires avec le lore que je fais comme ah, ok, il avait déjà placé ça, cette affaire-là. Parce que c'est ça qui est fascinant quand même de Star Wars, c'est que. Puis ça, c'est de quoi que je trouve important dans toutes les choses.
la cohérence d'un univers. Ouais. Faut que ton univers soit cohérent. On en a parlé un peu au début, je n'ai pas parlé. Les studios Ghibli, je trouve que en fait, les films de Miyazaki, là, pas les studios Ghibli, Mhm. le problème je trouve, des films de Miyazaki, c'est que l'expérience humaine, même si c'est dans le fantastique, elle est très bien exprimée. Ouais. Mais l'univers dans lequel les personnages sont fait pas toujours du sens. Puis ça vient tant me gosser un peu Mhm. parce que ça manque de cohérence puis de logique dans cette affaire-là. Même si tu l'expliques pas, quand au moins elle est cohérente pour toi puis ça paraît dans ton film, je trouve que ça va avoir une force tellement incroyable sur le reste des choses. C'est la raison pourquoi Star Wars marche, même si c'est des aussi mauvais films, tu sais. Ouais. Parce que George Lucas, très mauvais cinématographe. Tu sais, les premiers Star Wars, s'il était aussi bon, c'est parce que c'était pas lui qui réalisait. Ouais. Ben, Surtout, il était beaucoup aidé. surtout Empire Strikes Back, qui est très, très bon comme film. Pour vrai, Il c'est est un... super bon. Il est le fun à regarder. Super bon. Ben oui. Ben, c'est ça qui est fou, c'est que quand Lucas a fait A New Hope, je sais même pas pourquoi je sais ça, mais une de ses inspirations, puis ça c'est noté, c'était le cinéma direct québécois. Ah ouais! George Lucas est un fan de Pierre Perrault et Hey, de tout ce cinéma-là, mais il voulait avoir le côté un peu, entre guillemets, documentaire, que ce soit sale. Fait que les costumes, Darth Vader, son casque qui est sale, les Stormtroopers sont tous crottés. Tu sais, il y a de la poussière partout. Puis quand Irvin Kershner est arrivé avec Empire Strikes Back, il a fait non, moi ça va être propre. L'Empire, ils sont shiny, ils sont beaux. Fait qu'un des premiers plans, c'est le casque de Darth Vader avec l'espace devant lui qui est noir. Fait que c'est noir sur noir, mais tu vois juste les contours du casque de hey, Darth c'est Vader. malade. Tout de suite, tu fais ah, c'est un icône. On comprend tout de suite c'est qui. C'est con, c'est toutes les bouts d'Empire Strikes Back en plus qui ont juste fait le reste. C'est en fait dans tout ce que Lucas a pensé, Empire Strikes Back, c'est le seul avec des idées nouvelles dans tout ce que Star Wars a été fait. Ben, sans compter ceux de Disney parce que il n'a pas touché. Parce qu'à la base, j'ai une bande dessinée qui s'appelle The Star Wars, qui est une bande dessinée faite sur un des premiers brouillons de Star Wars. Ah ouais. C'est super intéressant à lire parce que tu as T'as les premières ébauches de Han Solo, qui est un alien au début. Il n'était pas ami avec Chewbacca. Luke, c'était Obi-Wan, carrément. C'était comme une espèce de général Jedi. Les Stormtroopers avaient aussi des sabres laser. C'est beaucoup plus chevalier. Mais reste qu'en gros, tu vois qu'à travers tout ça, il a enlevé tout le mauvais. Ça a donné A New Hope. Après ça, il y a Empire Strikes Back qui est fait. Puis là, après ça, il y a le Retour du Jedi. Puis George Lucas, il a fait j'ai des affaires qu'on n'a pas faites finalement dans le premier film. On pourrait les mettre dans celui-là. De là vient les Ewoks. Ah ouais. C'est carrément juste ça. Au début, c'était les Wookiees, mais finalement, les Wookiees ont été mis dans New Hope, puis il a fait ça de même. Puis après ça, toutes les autres mauvaises idées par rapport, c'est les prequels. Ouais. C'est comme, props à lui au moins d'avoir une vision qui faisait tout du sens. C'est ça qui fait que Star Wars est en jeu dans l'univers parce que comme tout pensait à tout le reste à faire là, mais reste que les mauvaises idées que t'as scrappées, t'as fait 3 films avec ça. Fait que c'est pour ça que c'est de la calice de merde. Tu sais, dans l'histoire de Star Wars, le livre, t'as justement Anakin, qui est comme le Luke de ce moment-là. Les noms viennent pas de nulle part. Il sauve la princesse Leia, mais c'est comme très nébuleux de pourquoi il faut qu'il fasse ça dans l'histoire. C'est comme pas justifié. Puis tu sais, il n'y a aucune relation entre les personnages. Puis là, d'un coup, genre, tu flippes la page, puis il s'arrive, fait comme « Je t'aime! » C'est comme ça. C'est George Lucas. Oui! Il n'y a aucune affaire qui explique quoi que ce soit. Mais c'est ça qui... Puis, quand tu checkes l'histoire du cinéma, après ça, tout le monde qui a travaillé sur A New Hope, Empire Strikes Back, Retour du Jedi, c'est tout du monde qui, après ça, sont devenus comme Pixar, qui avaient fait des affaires. Il y en a qui sont allés travailler, ils ont parti Mac. Tu sais, ça a été un précurseur de plein d'affaires, mais George Lucas, tout seul, il a pensé à un très bel univers. C'est tout ce qu'on peut lui donner. C'est ça. Alexandre. Oui. C'est là-dessus qu'on doit finir. Je pense qu'on a pas bossé le déjà! temps. Je sais même pas combien de temps on a fait. Je pense que c'est l'épisode le plus long. Ben là! J'avais plein d'affaires à dire, là! Mais non, j'ai même pas parlé de Boba Fett. Ben, ce sera pour un autre épisode. Parce que oui, éventuellement, il y aura un autre épisode avec toi. Yes, tabarnak!
Spécial Star Wars. T'as gagné tes épaulettes. T'as gagné Oh, tes épaulettes. Yes, hostie! Comme je la viens. Oui! Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, voir ce que tu fais, voir tes créations... Instagram, Facebook, c'est pas mal tout là que ça se passe, je vous dirais. Sinon, ça vous intéresse, j'ai aussi, au début de la pandémie, j'ai écrit un podcast avec Hugo Bastien. Il a écrit un radio-roman qui est maintenant disponible en podcast gratuitement sur toutes les plateformes. Le podcast s'appelle En chair et en ondes. Et l'histoire, c'est Tous dans mon coude. C'est-à-dire que c'est deux hommes qui se rencontrent grâce à Tinder. Et je dis pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est une comédie romantique. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Si ça vous intéresse, on va écouter ça. allez voir ça. Puis sinon, suis-moi sur Instagram. Là, je gosse du bois, puis je fais des petites jokes. Là. C'est beau ce que tu fais en bois. Merci, j'invite vraiment les gens. Moi, c'est un rêve. Mais en tout cas, on s'en reparlera hors d'ordre, mais c'est un rêve que j'ai. Alexandre Forêt, merci beaucoup. Merci à toi, Guy. C'est un réel plaisir. Toujours. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Alexandre Forêt, on a jasé de film. Oh, là, ça allait bien, là! Mais tu vas couper, j'ai attendu que tu fasses. Là, je t'ai